La photo. Alice Fournier avait appris à se rendre invisible. Elle arpentait les couloirs du lycée Flaubert, les épaules rentrées, les yeux fixés sur les dalles de lino usées, ses cheveux bruns tombant en avant comme un rideau entre elle et le monde. Elle avait perfectionné l'art d'occuper le plus petit espace possible, de se mouvoir dans la foule, comme de la fumée, de ne jamais attirer l'attention. C'était un mécanisme de survie qu'elle avait développé au cours des 2 derniers mois, depuis son arrivée au lycée en janvier, après que la mutation de sa mère eut déplacé leur famille de Nantes vers cette grande banlieue de Lyon. La sonnerie du matin résonna dans le hall principal, ce tintement métallique particulier qui la faisait toujours sursauter. Les élèves déferlèrent autour d'elle, un fleuve de corps s'écoulant vers le premier cours, et Alice garda la tête baissée, son sac à dos serré contre sa poitrine comme un bouclier. Elle avait appris quels itinéraires emprunter, quels escaliers éviter, quelles toilettes étaient les plus sûres. Elle avait cartographié la géographie du lycée en fonction des territoires revendiqués par Tessa Blanchard et ses amis. Tessa. Le simple fait de penser à ce nom lui nouait l'estomac. Tessa était tout ce qu'Alice n'était pas. Grande là où Alice était petite, sûre d'elle là où Alice était anxieuse, entourée d'admirateurs là où Alice déjeunait seule. Tessa avait des cheveux blonds platine qu'elle portait en une queue de cheval savamment décoiffée, un maquillage parfait qui ne coulait jamais, et une façon de regarder les gens qui leur donnait le sentiment d'être soit élus, soit insignifiants. Alice avait été classée dans la catégorie des insignifiants dès sa première semaine au lycée. Cela avait commencé doucement. Un commentaire sur la veste de friperie d'Alice. Des rires quand Alice trébuchait dans le couloir, son prénom écorché délibérément sur un ton moqueur. Puis l'escalade. Des livres bousculés de ses bras, le contenu de son sac à dos vidé, des chuchotements qui la suivaient comme des ombres. Les 2 plus proches amis de Tessa, Camille Dubois et Manon Girard, étaient toujours là, amplifiant chaque moment cruel de leur rire et des appareils photos de leur téléphone. Alice parvint à son premier cours de français sans incident, se glissant à sa place habituelle au fond de la classe. Elle sortit son exemplaire usé de Gatsby le Magnifique et tenta de se perdre dans la prose de Fitzgerald, mais les mots se brouillaient sur la page. Elle était fatiguée, si profondément, épuisamment fatiguée. Le genre de fatigue qui venait d'une vigilance constante, de mauvaises nuits de sommeil parce qu'elle redoutait le lendemain, de l'effort émotionnel de prétendre que tout allait bien chaque fois que sa mère lui demandait comment s'était passée sa journée. Elle n'avait rien dit à sa mère, et certainement rien à Julien. Son frère aîné perdrait la tête s'il savait ce qui se passait. Julien, qui l'avait pratiquement élevé après la mort de leur père quand Alice avait 10 ans. Julien, qui avait mis sa propre vie entre parenthèses pour aider leur mère à maintenir la famille unie. Julien, qui avait bâti une carrière réussie en tant que coach et combattant de MMA, qui avait entraîné certains des meilleurs combattants de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, qui avait la réputation d'être farouchement protecteur et absolument intransigeant quand il s'agissait du bien-être de sa petite sœur. Non, elle ne pouvait pas le dire à Julien. Il s'épanouissait enfin, obtenait enfin la reconnaissance pour son coaching, sortait enfin avec quelqu'un qui le rendait heureux. Il en avait assez fait pour elle. Elle devait gérer ça toute seule. Elle avait 17 ans, pas 7. Elle devrait être capable de gérer quelques personnes méchantes sans courir voir son frère. La journée avançait avec une lenteur angoissante. À l'heure du déjeuner, les nerfs d'Alice étaient à vif. Le self était toujours le pire moment. Elle prit un plateau avec un sandwich, à l'air déprimant et une pomme, paya rapidement et se dirigea vers sa table habituelle, dans le coin le plus éloigné, partiellement caché derrière un pilier. Elle venait de s'asseoir quand elle sentit le changement dans l'atmosphère, cette charge électrique particulière qui annonçait des ennuis. Tessa apparut, flanquée de Camille et Manon. Toutes 3 étaient habillées dans des variations de la même esthétique.
Des vêtements de sport de luxe, des baskets blanches, impeccables, une décontraction soigneusement étudiée qui coûtait probablement plus cher que toute la garde-robe d'Alice. Les yeux bleus de Tessa se fixèrent sur Alice avec une concentration de prédatrice. « Oh, regardez !» dit Tessa, sa voix portant jusqu'aux tables voisines. « C'est Alice, ou Alicia, je ne me souviens jamais. » Elle connaissait parfaitement le prénom d'Alice. La déformation était intentionnelle, conçue pour effacer son identité. « Alice, » dit-elle doucement, détestant le son fluet de sa voix. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Tessa se pencha, la main en coupe derrière l'oreille, dans une moquerie exagérée. « Parle plus fort, la nouvelle, on ne t'entend pas quand tu marmonnes. » Alice sentit son visage brûler. Plusieurs tables voisines s'étaient tues, les élèves se tournant pour regarder avec un mélange de pitié et d'intérêt voyeuriste. Personne n'intervenait jamais. Il ne le faisait jamais. « Laisse-moi tranquille, » dit Alice, un peu plus fort cette fois. Camille éclata de rire, un son aigu comme du verre brisé. « Oh mon Dieu, elle parle !» Je commençais à croire qu'elle était muette. « Juste très ennuyeuse !» ajouta Manon, examinant ses ongles manucurés avec un désintérêt exagéré. « Sérieusement, est-ce qu'elle possède des vêtements qui n'ont pas été fabriqués en 1995 ?» Tessa prit le sandwich d'Alice, le regarda avec un dégoût théâtral, puis le laissa retomber sur le plateau avec un bruit sourd. Même sa nourriture est déprimante. C'est ce qui arrive quand on n'a pas de personnalité, j'imagine. Tout en toi est juste gris. Le mot atterrit comme un coup physique. Grise, invisible, oubliable. Toutes les choses qu'Alice avait essayé d'être, maintenant utilisées comme des armes contre elle. J'ai entendu dire qu'elle n'a même pas d'amis de son ancien lycée, dit Camille, en faisant défiler son téléphone. Genre, aucune présence sur les réseaux sociaux. Qui n'a pas Instagram? Elle vit au Moyen-Âge ou quoi? Elle s'est probablement fait virer de son ancien lycée, suggéra Manon. Genre, tout le monde la détestait tellement qu'elle a dû changer d'établissement. Ce n'était pas vrai. Alice avait quitté Nantes avec des larmes et des promesses de rester en contact avec des amis qui avaient lentement cessé de répondre à ses SMS une fois qu'elle était partie. La distance tuait les amitiés plus vite qu'elle ne l'avait prévu, mais elle ne pouvait pas se défendre sans paraître pathétique, ne pouvait pas s'expliquer sans leur donner plus de munitions. Tessa s'appuya contre la table d'Alice, bloquant sa seule issue. « Tu sais quel est ton problème, Alice ?» Elle prononça le prénom avec un soin exagéré, comme si elle lui faisait une faveur en le disant correctement. « C'est que tu es tellement triste tout le temps. C'est épuisant. Tu plombes l'ambiance avec ton énergie d'orpheline tragique. » Quelque chose se brisa dans la poitrine d'Alice. « Je ne suis pas orpheline, » dit-elle, la voix tremblante. « Mon père est mort, mais j'ai une famille. » « Oh, j'ai touché un point sensible ?» Le sourire de Tessa était vicieux. « Quoi, tes problèmes avec ton père te rendent susceptible? Ça explique tellement de choses. » Alice se leva brusquement, attrapant son sac à dos. Elle devait sortir, avait besoin d'air, besoin d'être n'importe où, sauf ici. Elle fit un pas pour partir, mais Manon se mit sur son chemin. « Où vas-tu » demanda Manon. « Ah, Tessa essayait juste de t'aider. Te donner des conseils pour t'intégrer, tu es tellement ingrate. »« Pousse-toi, » dit Alice. « Fais-moi bouger. » Elles restèrent là, dans un tableau figé, tout le self les regardant maintenant. Alice pouvait sentir des centaines d'yeux sur elle, des téléphones qui enregistraient probablement, attendant de voir ce qui allait se passer. Ses mains tremblaient, sa vision se brouillait de larmes non versées. Elle ne pleurerait pas. Elle ne leur donnerait absolument pas cette satisfaction. « Pousse-toi, c'est tout », répéta-t-elle, sa voix à peine un murmure. Manon échangea un regard avec Tessa, puis s'écarta avec une courtoisie exagérée. Alice se dirigea vers la sortie du self, ses jambes semblant sur le point de lâcher. Derrière elle, elle entendit la voix de Tessa, forte et claire. « Mon Dieu, elle est tellement bizarre.
On était littéralement en train de lui parler et elle s'enfuit en pleurant, tellement dramatique. Des rires la suivirent dans le couloir. Alice atteignit les toilettes les plus proches, s'enferma dans une cabine et laissa les larmes couler. Elle traçait des sillons brûlants sur ses joues alors qu'elle pressait ses poings contre ses yeux, essayant de respirer, de penser, de trouver comment survivre au reste de la journée, au reste de la semaine, au reste de l'année. Elle sortit son téléphone avec des mains tremblantes et ouvrit ses messages. Son dernier SMS de Julien datait de ce matin, une photo de sa salle de sport avec une légende sur la séance d'entraînement matinale. Elle commença à taper une demi-douzaine de fois, voulant tout lui dire, puis supprima chaque tentative. Qu'aurait-elle pu dire? Qu'elle était faible, qu'elle ne supportait pas le lycée, qu'elle avait besoin de son grand frère pour mener ses batailles? Non, elle devait gérer ça toute seule. Les semaines suivantes établirent un rythme brutal. Alice arrivait au lycée tôt, espérant éviter le hall principal quand il était bondé. Elle naviguait de cours en cours en utilisant les itinéraires les plus longs et les moins peuplés. Elle déjeunait à la bibliothèque quand elle le pouvait ou dans sa voiture quand la documentaliste appliquait la politique anti-nourriture. Elle devint une experte pour prédire où Tessa et ses amis se trouveraient et choisir des chemins alternatifs. Mais il n'y avait pas de véritable échappatoire. Le lycée Flaubert n'était pas assez grand pour vraiment éviter quelqu'un, et Tessa semblait avoir un sixième sens pour la trouver. Tous les quelques jours apportaient un nouvel incident. Son casier fut vandalisé avec des messages cruels écrits au marqueur permanent. Quelqu'un répandit la rumeur qu'elle avait des poux, faisant en sorte que les gens reculent physiquement à son approche. Son sac à dos disparut du vestiaire du gymnase et fut retrouvé dans la poubelle des toilettes des garçons. Les professeurs voyaient. Elle le savait. Madame Lambert avait vu Tessa la bousculer dans le couloir, assez fort pour la projeter contre les casiers. Mais quand Alice avait croisé le regard de la professeure, Madame Lambert avait simplement détourné les yeux et continué son chemin. Monsieur Durand avait certainement entendu les commentaires moqueurs pendant les travaux de groupe en chimie, mais il avait simplement rappelé à tout le monde de rester concentré sans aborder le comportement spécifique. La conseillère d'orientation, Madame Morin, avait convoqué Alice une fois pour lui demander si tout allait bien à la maison, mais quand Alice avait dit que oui, Madame Morin avait accepté le mensonge sans insister. Le système était conçu pour protéger la réputation de l'école, pas ses élèves. Le père de Tessa était Marc Blanchard, un avocat influent qui faisait de généreux dons au programme sportif du lycée. La mère de Camille était au conseil d'administration. La famille de Manon possédait un empire immobilier local. C'étaient des élèves dont les parents avaient des avocats qu'ils pouvaient appeler à tout moment et n'hésitaient pas à les utiliser. Il était plus facile pour l'école d'ignorer le problème que de l'affronter. Mi-mars, Alice avait perdu 4 kilos qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre sur sa silhouette déjà menue. Elle ne dormait pas bien, restant souvent éveillée jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, son esprit rejouant les humiliations de la journée et redoutant les inévitabilités du lendemain. Ses notes chutaient. Elle se retrouvait incapable de se concentrer pendant les cours, ses pensées s'enfonçant dans des boucles sombres d'anxiété et de désespoir. Elle commença à avoir des crises de panique. La première la frappa pendant le cours d'histoire, une sensation soudaine et écrasante de ne plus pouvoir respirer, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre, la sueur perlant sur sa peau malgré la salle de classe climatisée. Elle avait réussi à s'excuser et à s'asseoir à l'infirmerie jusqu'à ce que la sensation passe, mais après cela, elles devinrent plus fréquentes. Les déclencheurs étaient imprévisibles. Un certain rire, un téléphone pointé dans sa direction, même la simple anticipation de devoir entrer au self. Sa mère remarqua que quelque chose n'allait pas, mais ne semblait pas pouvoir mettre le doigt dessus. « Tu t'adaptes au nouveau lycée », disait-elle avec optimisme, comme si le repli croissant d'Alice était une humeur adolescente normale et non une réponse à une guerre psychologique systématique.
Laisse-toi du temps, ma chérie. Tu te feras des amis. Il faut juste que tu t'ouvres un peu plus. S'ouvrir un peu plus. Comme si le problème était l'incapacité d'Alice à être assez sociable, et non le fait qu'elle était activement ciblée par des gens qui semblaient tirer un réel plaisir de sa souffrance. Julien était plus difficile à éviter. Il l'appelait régulièrement, en visio, généralement tard, le soir, après ses entraînements, et il avait toujours été capable de la lire mieux que quiconque. Leur conversation suivait un schéma prévisible. Il demandait comment allait le lycée, elle répondait bien, il étudiait son visage à travers l'écran avec ses yeux gris perçants qui ne manquaient rien, et elle changeait de sujet pour parler de son coaching, de sa petite amie Nina, ou de n'importe quoi d'autre qui détournerait son attention. « Tu as l'air fatiguée, ma petite Alice », avait-il dit lors de leur dernier appel, utilisant son surnom d'enfance pour elle. Julien avait 10 ans de plus, il avait 18 ans quand elle en avait 8, plus comme un jeune oncle qu'un frère à certains égards. Après la mort de leur père, il avait pleinement endossé un rôle parental, aidant leur mère à traverser le deuil, les factures et l'éducation d'une fille. Il avait appris à Alice à faire du vélo, l'avait aidé avec ses devoirs, avait fait fuir son premier petit ami quand le garçon avait été irrespectueux, avait assisté à tous les événements scolaires que leur mère ne pouvait pas faire parce qu'elle enchaînait les gardes. Les examens approchent, avait menti Alice. Beaucoup de révisions. Tu manges assez? Tu as l'air maigre? Je vais bien, Jus. Arrête de t'inquiéter. C'est littéralement impossible, avait-il dit avec un demi-sourire. M'inquiéter pour toi, c'est dans ma description de poste. Puis son expression était devenue plus sérieuse. Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Si quelque chose se passe, si quelqu'un t'embête. Je sais, l'avait-elle interrompu rapidement. Tout va bien, je te le promets. Elle détestait lui mentir, le détestait de chaque fibre de son être. Mais quelle était l'alternative? Que Julien débarque au lycée et fasse quoi? Il ne pouvait pas se battre contre des lycéens. Il ne pouvait pas résoudre ce problème avec ses poings ou sa présence intimidante. Ce n'était pas une menace directe qu'il pouvait neutraliser. C'était une guerre sociale, une torture psychologique, la mort par 1000 coupures. Il n'y avait pas d'ennemi clair à affronter, pas de moment de confrontation décisive. Juste une cruauté sans fin et insidieuse qui ne laissait aucune marque visible. Alors elle ne disait rien, et elle essayait de survivre, et elle se disait que d'une manière ou d'une autre, finalement, ça irait mieux. Avril arrive avec une chaleur inhabituelle pour la saison, la région lyonnaise se débarrassant enfin de son linceul gris hivernal. L'amélioration de la météo n'améliora en rien la situation d'Alice. Au contraire, elle empira. Le parking devint un autre champ de bataille, les élèves se rassemblant à l'extérieur entre les cours et pendant le déjeuner, créant plus d'occasions d'humiliation publique. Tessa semblait dynamisée par le soleil, sa cruauté prenant de nouvelles dimensions créatives. Puis Léo Kim arriva au lycée Flaubert, et tout bascula. Il apparut dans le cours de littérature d'Alice un lundi matin de mi-avril, présenté par Madame Lambert comme un nouvel élève venant de Marseille. Léo était grand et mince, avec des cheveux bruns qui tombaient sur son front, et une assurance tranquille qui suggérait quelqu'un de bien dans sa peau. Il prit la seule place libre, qui se trouvait être à côté d'Alice, au fond de la classe. Et quand leurs regards se croisèrent, il sourit. Un vrai sourire sincère qui atteignit ses yeux marron foncé. « Salut », dit-il doucement, alors que Madame Lambert commençait son cours sur le symbolisme dans Gatsby le Magnifique. « Je suis Léo. »« Alice », murmura-t-elle en retour, puis se tourna rapidement vers l'avant, certaine que ce serait la fin de leur interaction. Les nouveaux élèves apprenaient de vite la hiérarchie sociale au lycée Flaubert. Ils apprenaient avec qui il était sûr de se lier d'amitié et avec qui il ne l'était pas. Alice avait été fermement classée dans la colonne « Non », mais Léo n'avait apparemment pas reçu le mémo.
après le cours, il la rattrapa dans le couloir. « Alors, est-ce que Madame Lambert est toujours aussi intense sur le symbolisme des couleurs, ou c'était un spectacle spécial pour le nouveau ?» Alice jeta un regard nerveux autour d'elle, s'attendant à voir Tessa ou l'une de ses amies observer, prête à cibler ce nouvel élève pour le crime de lui avoir parlé. « Elle est approfondie, » dit Alice. « C'est diplomatique. » Son sourire était contagieux. « Écoute, je suis complètement perdu. Ils font les choses différemment à Marseille, et je n'ai aucune idée d'où se trouve quoi que ce soit ici. Peux-tu m'indiquer le self ? On m'a dit que je devais faire programmer ma carte de cantine ou quelque chose comme ça. » Elle devrait dire non, devrait trouver une excuse, lui indiquer la bonne direction et s'échapper. Mais il y avait quelque chose dans son expression ouverte et amicale qui lui donnait envie de croire que la décence humaine existait encore. « Je peux te montrer », s'entendit-elle dire. « J'y vais de toute façon. » Ils marchèrent ensemble dans les couloirs. Léo posant des questions sur les professeurs et les cours, Alice répondant par de brèves phrases, attendant toujours que le piège se referme. Mais il semblait sincèrement intéressé par ses réponses, riant quand elle fit un commentaire pince sans rire sur le système de chauffage en panne permanente, posant des questions de suivi qui suggéraient qu'il écoutait vraiment. « Alors, comment est l'ambiance sociale ici ?» demanda-t-il alors qu'ils approchaient du self. « Des règles non écrites que je devrais connaître, des territoires à ne pas franchir, des cabines de toilettes interdites. » Malgré elle, Alice faillit sourire. Flaubert est comme n'importe quel lycée. Il y a des groupes, des clans, des hiérarchies sociales. « Laisse-moi deviner, » dit-il en baissant la voix d'un air conspirateur. « Les sportifs au sommet, les artistes et les marginaux en bas, et tous les autres qui se battent pour le milieu. » Quelque chose comme ça. Et où te situes-tu dans ce système de caste élaboré ? La question fut posée avec légèreté, mais elle atterrit avec poids. Alice s'arrêta de marcher, soudain consciente de l'image qu'elle renvoyait. Elle était là, probablement la personne la plus socialement toxique du lycée, contaminant ce nouvel élève de sa présence. Il avait l'air gentil. Il méritait mieux que d'être entraîné dans ses problèmes avant même d'avoir terminé sa première journée. « Écoute, » dit-elle, « tu devrais probablement savoir que je ne suis pas exactement populaire ici. Si tu veux éviter le suicide social, tu ferais mieux de trouver quelqu'un d'autre avec qui traîner. » Léo l'étudia un instant, son expression pensive plutôt que choquée ou dédaigneuse. « C'est un avertissement assez spécifique. On dirait qu'il y a une histoire derrière ça. »« Il y a toujours une histoire. » Sa voix sortit plus amère qu'elle ne l'avait voulu. « Mais crois-moi, tu ne veux pas en faire partie. »« Peut-être que je déciderai ça par moi-même, » dit-il doucement. Puis, avant qu'elle ne puisse répondre, il fit un signe de tête vers l'entrée du self. « Allez, viens. Montre-moi où régler cette histoire de carte de cantine. Et ensuite, peut-être que tu pourras me dire où est la bibliothèque, parce que je vais certainement avoir besoin d'un endroit calme pour rattraper mes lectures. » Cet après-midi-là, Alice se retrouva au fond de la bibliothèque pendant le déjeuner, picorant un sandwich tout en essayant de lire les chapitres assignés pour le français. Elle s'attendait à être seule. La bibliothèque était son sanctuaire pendant les pauses déjeuner, mais Léo apparut avec son propre déjeuner et une question sincère sur la dissertation sur Gatsby qu'il devait rendre la semaine suivante. Ils parlèrent de littérature, de symbolisme, de thèmes et de la pertinence actuelle de la représentation du rêve américain par Fitzgerald. Léo avait des opinions réfléchies, et il écoutait les siennes avec une réelle attention. C'était la première vraie conversation qu'Alice avait eue avec quelqu'un de son âge depuis son arrivée au lycée. C'était comme trouver de l'eau après avoir traversé un désert. Au cours de la semaine suivante, une amitié prudente se forma. Léo la cherchait entre les cours, s'asseyait à côté d'elle en français, déjeunait avec elle à la bibliothèque. Il lui parla de Marseille, de la mutation de son père qui avait amené leur famille vers le nord,
de son amour pour la photographie et les films classiques. Alice se surprit à se détendre légèrement, la tension constante dans ses épaules s'atténuant progressivement. Peut-être, pensa-t-elle avec hésitation, que les choses pourraient vraiment s'améliorer. Elle aurait dû savoir que l'univers ne serait pas si clément. C'est un mardi matin que Tessa remarqua enfin Léo. Alice était à son casier, changeant de livres entre les cours, quand Tessa apparut avec Camille et Manon dans leur formation habituelle. Mais cette fois, l'attention de Tessa n'était pas sur Alice. « Tu es le nouveau », dit Tessa à Léo, qui s'approchait d'Alice. Son ton était différent de celui qu'elle utilisait avec Alice, plus chaleureux, intéressé, prédateur d'une manière complètement différente. « Léo, c'est ça ?»« C'est ça, corrigea-t-il poliment. Je suis Tessa. » Elle lui tendit la main comme si elle lui accordait un privilège. « Bienvenue au lycée Flaubert. On t'a fait visiter? Tu as rencontré des gens ?» Léo jeta un coup d'œil à Alice, puis de nouveau à Tessa. « Ouais, Alice m'a fait visiter. Elle m'a beaucoup aidé. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Tessa. Pas tout à fait de la colère, mais du calcul. Elle regarda Alice comme si elle la voyait sous un nouvel angle, la réévaluant. « Oh, tu as traîné avec elle. » La pause avant elle était délibérée, chargée de sous-entendus. « Ouais, » dit Léo, son ton se refroidissant légèrement. « Pourquoi ?» Camille rit, ce son aigu familier. « Oh, mon pauvre, personne ne t'a prévenu ? C'est mignon. Écoute, on essaie juste de t'aider. Alice est un peu... Eh bien, elle a des problèmes. Les gens ont essayé d'être gentils avec elle, mais elle est juste vraiment difficile. »« Difficile comment ?» demanda Léo. « Juste gênante, » dit Manon avec une fausse sympathie. « Genre collante et bizarre. Personne ne veut le lui dire en face, mais comme tu es nouveau, on a pensé que tu devais savoir. On ne veut pas que tu te retrouves coincé avec quelqu'un qui va te tirer vers le bas socialement. » Alice sentit son visage brûler. Elle voulait disparaître, voulait que le sol s'ouvre et l'avale. C'était pire que le tourment habituel parce que Léo en était témoin, entendait ses mensonges, et bientôt il réaliserait que s'associer avec elle était un poison social et il prendrait ses distances comme tout le monde l'avait fait. Mais l'expression de Léo se durcit. « C'est intéressant, » dit-il froidement. Parce qu'Alice n'a été que serviable et normale depuis que je suis arrivé. Pendant ce temps, vous trois, vous êtes là à la dénigrer juste devant elle. Donc, je ne suis pas sûr que votre définition de difficile corresponde à la mienne. » Le sourire de Tessa ne faiblit pas, mais ses yeux devinrent froids. « On essaie juste d'être utile. Mais d'accord, fais tes propres erreurs. Ne dis pas qu'on ne t'a pas prévenu. » Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta et regarda Alice. « Waouh, Alice, tu te mets sur la défensive, tu laisses ton nouvel ami mener tes batailles. C'est assez pathétique, même pour toi. » Après leur départ, Léo se tourna vers Alice. « C'était quoi, ce bordel ?» Alice ferma son casier avec des mains tremblantes. « Je te l'avais dit. Je t'avais dit qu'être vu avec moi était un suicide social. Tu aurais dû écouter. » « Ces filles sont des pestes, » dit Léo sans détour, « et je ne vais pas les laisser décider de qui sont mes amis. »« Tu ne comprends pas comment ça marche, » dit Alice, la voix tendue. « Elles ne vont pas te laisser tranquille maintenant. Tu m'as défendu, ça fait de toi une cible aussi. »« Alors je suppose qu'on sera des cibles ensemble, » dit-il avec un haussement d'épaules qui se voulait probablement rassurant, mais qui ne fit qu'aggraver le malaise d'Alice. Elle voulait le protéger, voulait le repousser avant que la cruauté de Tessa ne puisse s'étendre à lui. Mais elle était aussi si désespérément seule, si affamée de connexion humaine, qu'elle ne parvenait pas tout à fait à forcer les mots à sortir. Alors elle ne dit rien, et ils marchèrent ensemble jusqu'en classe, et Alice essaya d'ignorer le sentiment nauséeux dans son estomac qui lui disait qu'elle venait de rendre les choses bien pires. Elle avait raison. Au cours des 2 semaines suivantes, la campagne de Tessa s'étendit pour inclure Léo. Cela commença subtilement. Des exclusions délibérées des conversations, des regards dédaigneux,
des commentaires chuchotés juste assez forts pour être entendus. Puis, l'escalade. La voiture de Léo fut rayée sur le parking. Quelqu'un lança la rumeur qu'il avait été renvoyé de son lycée à Marseille pour trafic de drogue. Son casier fut forcé et son matériel de photographie volé. Mais Léo, de manière frustrante et admirable, refusa de se laisser intimider. Quand Camille fit un commentaire bruyant au self sur le fait qu'il était le petit ami caritatif d'Alice, il avait simplement élevé la voix et lui avait demandé de répéter puisqu'elle voulait manifestement que tout le monde entende. Quand Manon essaya de le faire trébucher dans le couloir, il l'avait esquivé avec aisance et avait dit « Bien essayé », assez fort pour que tout le couloir entende. Il répondait à la cruauté par une confrontation calme, refusant d'être soit intimidé, soit entraîné dans un véritable conflit. Alice était à la fois reconnaissante de son amitié et terrifiée par celle-ci. Pour la première fois depuis son arrivée au lycée, elle avait quelqu'un dans son camp. Mais elle voyait aussi quelqu'un d'autre souffrir à cause d'elle, voyait la cruauté de Tessa s'étendre pour englober une autre victime, et la culpabilité était écrasante. « Tu devrais arrêter de traîner avec moi », dit-elle à Léo un après-midi de fin avril alors qu'ils étaient assis à la bibliothèque. « Ça ne va faire qu'empirer. » « Probablement, convint-il, sans lever les yeux de ses devoirs de chimie. Mais je ne vais pas laisser des pestes insécures dicter ma vie. De plus, qui d'autre va discuter de la nature problématique de la littérature des années 1920 avec moi? Malgré tout, Alice sourit. C'était un sourire petit et fragile, mais il était sincère. Tu pourrais probablement trouver quelqu'un qui n'a pas une cible dans le dos. Ouais, mais il serait ennuyeux. Il leva alors les yeux, son expression sérieuse. Écoute, je sais que tu gères ça depuis un moment, et je sais que tu penses que tu dois le gérer seul. Mais ce n'est pas le cas. Tout le monde a besoin de renfort parfois. Il n'y a aucune honte à ça. Mon frère dirait la même chose, dit Alice avant de pouvoir se retenir. Ton frère a l'air intelligent. Tu lui parles de ce qui se passe ici? Non. Le mot sortit fermement. Et je ne le ferai pas. Il a sa propre vie. Je ne vais pas l'entraîner dans mes problèmes. Léo eut l'air de vouloir argumenter mais laissa tomber. Ils travaillèrent sur leurs devoirs dans un silence complice pendant le reste de l'heure. Et quand la dernière sonnerie retentit, ils se dirigèrent ensemble vers le parking. Ils étaient à mi-chemin du parking quand la voix de Tessa retentit derrière eux. « Hé, les tourtereaux! Attendez !» L'estomac d'Alice se serra. Rien de bon ne commençait jamais avec Tessa attirant l'attention sur eux en public. Elle se retourna lentement pour voir Tessa, Camille et Manon s'approcher, ainsi qu'une poignée d'autres élèves qu'Alice reconnaissait du groupe populaire. Plusieurs tenaient leur téléphone levé, enregistrant manifestement. « On a réfléchi », dit Tessa, sa voix portant dans l'air printanier. D'autres élèves s'arrêtaient pour regarder, attirés par la promesse de drame. « Vous deux, vous êtes toujours ensemble. La fille triste et seule et son chevalier servant. C'est vraiment mignon, presque romantique. »« Laisse-nous tranquilles, Tessa, » dit Léo d'un ton las. « Oh, je ne suis pas là pour causer des problèmes, » dit Tessa avec une innocence exagérée. « Je suis juste curieuse. Est-ce que vous sortez vraiment ensemble? Parce que tout le monde se demande. Je veux dire, Léo, tu es mignon, tu pourrais faire tellement mieux. Alors, quel est l'attrait? » Elle toisa Alice de haut en bas avec un dédain évident. « C'est par pitié? Un projet caritatif? » « Nous sommes amis, » dit Alice doucement, essayant de projeter une confiance qu'elle ne ressentait pas. « Et ça ne te regarde pas. »« Amis, » répéta Tessa, goûtant le mot comme s'il était étranger. « C'est ça. Parce que c'est crédible. Alice n'a pas d'amis. C'est une solitaire totale. Personne ne l'aime vraiment. » Elle se tourna pour s'adresser à la foule grandissante. « Sérieusement, est-ce que quelqu'un ici a déjà eu une vraie conversation avec Alice? » « Quelqu'un, »
Silence. Les téléphones continuaient d'enregistrer. Alice avait l'impression de mourir de l'intérieur, chaque seconde de ce silence étant un clou de plus dans son cercueil social. « Vous voyez ?» dit Tessa triomphalement. « Même quand on leur en donne l'occasion, personne ne veut la défendre. Ça devrait te dire quelque chose, Léo. Elle n'a rien à offrir. Pas de personnalité, pas de centre d'intérêt, pas de vie. Elle est comme un trou noir d'énergie triste. » La mâchoire de Léo se crispa. « Tu sais ce que je pense ? Je pense que tu es profondément insécure. Je pense que tu as besoin de rabaisser les autres pour te sentir bien dans ta peau. Et je pense qu'un jour, tu repenseras à la façon dont tu as traité les gens au lycée et tu auras honte de toi. » Pendant un bref instant, quelque chose qui aurait pu être de la peine traversa le visage de Tessa. Puis il se durcit en pure méchanceté. « Oh, pauvre idiot, tu penses vraiment que tu vas jouer les héros ici, que défendre la perdante tragique va bien se terminer pour toi. » Elle sortit son téléphone, tapa quelques fois, puis tourna l'écran vers eux. Sur l'écran, il y avait une photo d'Alice de la semaine précédente, prise au self. Elle mangeait seule, et d'une manière ou d'une autre, la photo l'avait capturée à son pire, voûtée, les cheveux en désordre, une expression de pure misère sur son visage. Quelqu'un avait ajouté une légende. « Quand t'as pas d'amis, et que tout le monde te déteste, mais que tu viens quand même en cours. » Ça a tourné, dit Tessa. Assez populaire, en fait. Plus de 1000 partages, juste dans notre lycée. Des gens d'autres lycées l'ont repris aussi. Tu es un peu célèbre maintenant, Alice. Célèbre pour être pathétique. Alice avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. 1000 partages. Tout le lycée avait vu ça, probablement plus que le lycée. Son humiliation était maintenant numérique, permanente, virale. Ses mains se mirent à trembler. « Mais ce n'est même pas la meilleure », dit Camille en sortant son propre téléphone. Elle montra une autre photo, celle-ci prise dans le vestiaire du gymnase, pendant qu'Alice se changeait. La photo était prise sous un angle qui la rendait aussi peu flatteuse que possible, la surprenant en plein mouvement, avec les yeux mi-clos et la bouche ouverte, son t-shirt à moitié enlevé. La légende disait « La preuve que certaines personnes ne devraient jamais se reproduire ». « Mais supprime ça !» dit Léo, sa voix basse et dangereuse. « Tout de suite. »« Sinon quoi ?» lança Manon. « Tu vas te battre avec nous, frapper une fille. »« Je vais vous signaler, dit-il. C'est du harcèlement. C'est probablement illégal de prendre des photos dans les vestiaires. » Tessa rit. « Nous signaler à qui ? Au lycée ? Ils s'en fichent. Ils regardent ça se produire depuis des mois et n'ont rien fait. Mon père est avocat. La mère de Camille est au conseil d'administration. Et la famille de Manon finance pratiquement la moitié des programmes sportifs ici. Tu penses qu'ils vont prendre parti pour qui ? Peut-être qu'on devrait poster des photos de toi, Léo, suggéra Camille, son ton faussement doux. Puisque tu veux tant faire partie du petit monde triste d'Alice, on pourrait te rendre célèbre aussi. Vous savez quoi ? Dit Tessa, comme frappée par une inspiration soudaine. Rendons les choses plus simples. On supprime les photos. Toutes. Chaque publication, chaque partage qu'on peut contrôler. Elle fit une pause dramatique. Si Alice admet qu'elle n'a pas d'amis, qu'elle est pathétique, qu'elle est une perdante qui aurait dû rester dans la ville triste d'où elle vient, dis-le assez fort pour que tout le monde entende, et on arrêtera. Le parking était devenu silencieux, à l'exception du bruit de la circulation de la rue voisine. Tous les yeux étaient rivés sur Alice, attendant de voir ce qu'elle allait faire. Les caméras des téléphones capturaient chaque angle. Ce moment serait partagé, discuté, disséqué. Il n'y avait aucune issue. « Alice ne fait pas ça », dit Léo avec urgence. « Ne leur donne pas ce qu'elles veulent. » Mais Alice était si fatiguée, si infiniment, profondément fatiguée de se battre, de survivre, de prétendre être forte. Peut-être que si elle leur donnait juste ça, elle serait satisfaite. Peut-être que si elle admettait sa défaite, elle la laisserait enfin tranquille. Commença-t-elle, sa voix à peine audible. « Plus fort !» exigea Tessa. « On ne t'entend pas. »
La vision d'Alice se brouilla de larmes. Sa gorge semblait se serrer. Elle ne pouvait pas faire ça. Elle ne pouvait pas dire ces mots, ne pouvait pas leur donner ce pouvoir, ne pouvait pas les laisser gagner si complètement. Mais elle ne pouvait pas non plus continuer à se battre. Il ne lui restait plus rien pour se battre. « Je dois y aller », réussit-elle à dire. Puis, elle se tourna et se dirigea vers sa voiture avec autant de dignité qu'elle le pouvait, ce qui n'était pas beaucoup. Derrière elle, des rires éclatèrent, ainsi que la voix de Tessa. « Fuis ! C'est ce que tu sais faire de mieux. » Alice atteignit sa voiture, tâtonna avec ses clés, réussit à ouvrir la portière. Elle s'assit sur le siège conducteur, la portière fermée, et laissa les larmes venir, de grands sanglots haletants qui secouaient tout son corps. À travers sa vision floue, elle vit Léo s'approcher, mais elle démarra le moteur et partit avant qu'il ne puisse l'atteindre. Elle ne pouvait pas lui faire face, ne pouvait faire face à personne. Elle conduisit jusqu'à la maison en pilote automatique, voyant à peine la route à travers ses larmes. Quand elle se gara dans l'allée de leur petite maison de location, elle resta dans la voiture pendant encore 10 minutes, essayant de se ressaisir. La voiture de sa mère n'était pas là, encore au travail, ce qui était une petite miséricorde. Alice n'avait pas l'énergie de prétendre que tout allait bien. À l'intérieur, elle alla directement dans sa chambre, ferma la porte et s'effondra sur son lit. Son téléphone vibrait constamment de notifications. Contre toute attente, elle regarda. Les photos que Tessa lui avait montrées étaient partout. Instagram, Snapchat, des groupes de discussion auxquels elle avait été ajoutée, sans sa permission, juste pour que les gens puissent se moquer d'elle directement. Les commentaires étaient pires que les photos. OMG, trop la honte. C'est triste. Pourquoi elle vient même en cours? Je mourrais littéralement si je ressemblais à ça. Elle aurait dû supprimer les applications, aurait dû jeter son téléphone à travers la pièce, mais elle ne pouvait pas s'arrêter de faire défiler, de lire, de se torturer avec la confirmation que oui, tout le monde au lycée Flaubert pensait qu'elle ne valait rien. Son téléphone sonna. Julien. Elle fixa son nom sur l'écran, partagé entre un besoin désespéré et la détermination absolue de ne pas l'entraîner là-dedans. L'appel tomba sur la messagerie. 1 minute plus tard, un SMS apparut. « Salut ma petite Alice. Je prends juste des nouvelles. Appelle-moi quand tu auras un moment. Je t'aime. » De nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. Elle voulait tellement l'appeler. Voulait tout lui dire, le laisser l'aider, le laisser arranger ça comme il avait arrangé tant de choses quand elle était plus jeune. Mais ce n'était pas un genou écorché, un examen raté ou un professeur méchant. C'était la destruction systématique de sa vie sociale, de sa réputation, de son estime de soi. Que pouvait même faire Julien? Elle posa son téléphone et tira un oreiller sur sa tête, essayant de se couper du monde. Finalement, l'épuisement l'emporta dans un sommeil agité, tourmenté par des rêves de couloirs sans fin et de rires moqueurs. Quand Alice se réveilla, il faisait nuit dehors. Elle vérifia son téléphone, 21h47. Sa mère lui avait envoyé un SMS pour lui demander si elle voulait dîner, mais Alice avait dormi. Il y avait des dizaines d'autres notifications des réseaux sociaux qu'elle ignora. Elle se sentait vide, creusée, comme si toutes ses émotions s'étaient consumées, ne laissant que des cendres. Elle descendit. Sa mère était dans la cuisine, en train de nettoyer après le dîner. « Salut, ma chérie !» dit-elle en se retournant avec un sourire qui s'effaça en voyant le visage d'Alice. « Ça va? Tu as l'air contrariée. »« Ça va, » dit Alice automatiquement, « juste fatiguée. Beaucoup de devoirs. » Sa mère l'étudia un instant, l'inquiétude évidente dans son expression. « Tu dis ça souvent ces derniers temps. »« Ça va, mais ma chérie, tu n'as pas l'air d'aller bien. Tu as perdu du poids, tu es toujours dans ta chambre, tu as l'air épuisé tout le temps. Est-ce qu'il se passe quelque chose au lycée ?» C'était le moment. Alice pouvait lui dire. Pouvait admettre qu'elle se noyait, que chaque jour était une bataille qu'elle perdait, qu'elle avait besoin d'aide. Mais en regardant sa mère, qui travaillait de longues heures comme infirmière pour les soutenir,
qui étaient déjà stressés par les factures, la nouvelle ville et le maintien de leur famille à flot, Alice ne pouvait pas ajouter à son fardeau. « Je m'adapte, c'est tout », dit-elle, répétant ce que sa mère lui avait dit des mois plus tôt. « Ça prend du temps, non? Nouveau lycée, nouvelle ville, ça ira. » « Eh bien, si tu as besoin de parler à quelqu'un, peut-être une conseillère au lycée, » suggéra doucement sa mère. « Il n'y a aucune honte à chercher du soutien. »« Je sais, maman, ça va, vraiment. » Les mensonges venaient plus facilement à chaque fois. « Je pense que je vais juste me faire un sandwich et puis retourner à mes devoirs. » Sa mère parut peu convaincue, mais n'insista pas. Alice se fit un sandwich qu'elle ne voulait pas, le remonta dans sa chambre et le fixa pendant 1 heure sans manger. Finalement, elle le jeta et essaya de se concentrer sur ses devoirs, mais les mots sur la page auraient aussi bien pu être des hiéroglyphes. Vers minuit, son téléphone vibra avec un SMS de Léo. « Salut, je voulais juste voir si tu allais bien. Aujourd'hui, c'était brutal. Je suis désolé que tu aies eu à subir ça. Appelle-moi si tu veux parler. » Elle apprécia le geste, mais ne put se résoudre à répondre. Qu'aurait-elle pu dire? Qu'elle allait bien, ce n'était pas le cas. Qu'elle avait un plan pour arranger les choses. Elle n'en avait pas, que tout irait mieux demain. Ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Alice éteignit son téléphone et essaya de dormir. Elle somnola par intermittence, se réveillant toutes les heures environ, son esprit tourbillonnant d'anxiété à l'idée de devoir retourner au lycée, d'affronter tous ceux qui avaient vu ses photos, de subir le nouveau tourment que Tessa avait prévu. Elle était encore éveillée quand son réveil sonna à 6 heures du matin. La pensée de se lever, de s'habiller, de conduire jusqu'au lycée et de franchir ses portes la rendait physiquement malade. Elle ne pouvait pas le faire. Elle ne pouvait tout simplement pas. Alice appela la ligne d'absence du lycée pour se déclarer malade, puis envoya un SMS à sa mère pour lui dire qu'elle ne se sentait pas bien. Sa mère, déjà à l'hôpital pour une garde matinale, répondit avec inquiétude et lui donna pour instruction de rester à la maison et de se reposer. Pour la première fois depuis des mois, Alice s'autorisa à simplement exister sans le poids de la survie. Elle resta au lit, porte fermée, rideau tiré, et laissa les heures passer dans une brume grise. À midi, son téléphone, qu'elle avait rallumé pour envoyer un SMS à sa mère, explosait de messages. La plupart venaient de Léo, de plus en plus inquiet. Quelques-uns provenaient de numéros inconnus, probablement des gens du lycée qui avaient obtenu ses coordonnées d'une manière ou d'une autre, lui envoyant des liens vers d'autres publications à son sujet. Elle ignora tout. Puis, à 13h30, un SMS arriva qui lui fit s'arrêter le cœur. « Alice, c'est sérieux. J'ai vu ce qu'elles ont posté sur toi. Il faut qu'on parle. Appelle-moi dès que possible. Non, 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 non. » Il savait. D'une manière ou d'une autre, Julien avait découvert, avait vu les photos, avait vu son humiliation diffusée sur les réseaux sociaux. C'était son pire cauchemar. Elle avait travaillé si dur pour le tenir à l'écart de ce désastre, et maintenant il savait tout. Son téléphone sonna immédiatement. Julien. Elle le fixa, paralysée. Il sonna 4 fois, tomba sur la messagerie. R sonna. Elle ne pouvait pas l'éviter éternellement. Allô? Sa voix sortit petite et brisée. Alice. Sa voix était tendue de colère contenue, le ton qu'il utilisait quand il était furieux, mais essayait de ne pas le montrer. « J'ai besoin que tu sois honnête avec moi tout de suite. Depuis combien de temps ça dure? Je peux expliquer. Depuis combien de temps? » Il ne criait pas, mais il y avait une pointe dans sa voix qui était en quelque sorte pire que des cris. Depuis combien de temps ces gens te harcèlent? Depuis combien de temps postent-ils des photos de toi en ligne, t'humilient, te rendent la vie impossible? Les larmes coulaient déjà sur son visage. Depuis janvier, depuis que je suis arrivé. Silence à l'autre bout du fil. Puis, depuis janvier. On est presque en mai, Alice. Ça fait 4 mois.
4 mois et tu ne m'as rien dit. Je voulais gérer ça toute seule, dit-elle, les mots sortant en une rafale. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes, tu as déjà tant fait pour moi, et je pensais que je pouvais juste... Je pensais que si je les ignorais, elles se lasseraient et arrêteraient, mais elles ne l'ont pas fait, et ça a continué d'empirer, et je suis désolé, je suis tellement désolé de ne pas te l'avoir dit. Arrête, l'interrompit-il, sa voix s'adoucissant légèrement. Arrête de t'excuser, ce n'est pas ta faute. Rien de tout ça n'est de ta faute. Mais Alice, tu aurais dû me le dire. Tu aurais dû le dire à quelqu'un. Tu n'as pas à traverser ça seule. Qu'est-ce que tu peux même faire? Demanda-t-elle misérablement. Elles ont raison. Personne ne s'en soucie. Le lycée ne fait rien. Leurs parents ont de l'argent et des relations. Et moi, je suis juste personne. Je suis personne, et tout le monde le sait maintenant. Écoute-moi très attentivement, dit Julien, et maintenant sa voix avait changé pour quelque chose de plus dur, quelque chose qui rappelait à Alice que son frère avait été un combattant professionnel, avait concouru à des niveaux où reculer n'était tout simplement pas une option. Tu n'es pas personne, tu es ma sœur, tu es intelligente, gentille et forte, et ces gens t'ont systématiquement détruite parce qu'ils sont cruels et qu'ils peuvent s'en tirer. Mais ça s'arrête maintenant. Tu ne peux pas débarquer et menacer des lycéennes. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ne vais menacer personne, dit-il. Mais je vais m'assurer que ça s'arrête. Je vais parler à la direction du lycée. Je vais m'assurer qu'ils comprennent qu'ils ont manqué à leur devoir de protéger leurs élèves. Et s'ils ne s'en occupent pas, je monterai au rectorat, au conseil d'administration, partout où il faudra aller. Ils n'écouteront pas, dit Alice sans espoir. Le père de Tessa est avocat. Il va te détruire. Qu'il essaie. Il n'y avait aucun doute dans la voix de Julien. Alice, j'ai passé les 10 dernières années à apprendre aux gens à se défendre, à être forts, à affronter des adversaires qui semblent imbattables. Tu penses qu'un avocat de province me fait peur? Ces filles t'ont torturé dans un endroit où tu devrais être en sécurité. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est jamais acceptable. Je ne veux pas que tu gâches ta vie en essayant de réparer la mienne, murmura-t-elle. Tu es ma sœur. Ta vie, c'est ma vie. C'est comme ça que ça marche. Sa voix s'adoucit à nouveau. J'arrive demain. Quoi? Tu n'as pas à... Si, je dois. Je vais parler au lycée. Et je vais m'assurer que tu vas bien. Et ensuite, on trouvera comment améliorer les choses. Il fit une pause. Maman est là? Elle est au travail. D'accord. Je vais l'appeler après qu'on ait raccroché. Elle doit savoir ce qui se passe aussi. S'il te plaît, non, dit Alice désespérément. Elle a assez de soucis comme ça. Et le fait que sa fille se fasse harceler au point d'avoir des photos d'elle postées sur tous les réseaux sociaux n'est pas quelque chose qu'elle voudrait savoir? Son ton était doux mais ferme. Alice, je t'aime, mais tu as essayé de gérer ça seule, et ça ne marche clairement pas. Laisse les gens qui t'aiment t'aider. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est juste comme ça que fonctionne une famille. Ils parlèrent encore 20 minutes. Julien posa des questions précises sur des incidents spécifiques, sur les photos, sur la façon dont le lycée avait réagi ou non. Alice se surprit à tout lui raconter. Les humiliations quotidiennes, la peur, l'isolement, la façon dont les professeurs détournèrent le regard, l'anxiété constante qui était devenue sa nouvelle norme. À chaque détail, elle pouvait entendre la colère de son frère grandir, soigneusement contrôlée, mais indubitable. « D'accord, dit-il finalement. Voici ce qui va se passer. Je prends la route demain matin à la 1e heure. Je serai là pour midi. J'irai directement au lycée pour rencontrer le proviseur. Ensuite, je t'emmène déjeuner et on parlera de la suite. Ne va pas au lycée demain. Reste à la maison, repose-toi et attends-moi. Compris? Compris, dit-elle, se sentant à la fois soulagée et anxieuse. L'implication de Julien était comme passer un poids énorme à quelqu'un de plus fort,
mais elle était aussi terrifiée de ce qui pourrait arriver quand l'intensité de son frère entrerait en collision avec l'image soigneusement entretenue du lycée Flaubert. Après avoir raccroché, Alice se rallongea sur son lit et fixa le plafond. Elle devrait se sentir mieux. Elle l'avait enfin dit à quelqu'un, avait enfin laissé quelqu'un l'aider. Mais tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était ce qui se passerait quand le bruit courait que son frère était venu. Tessa s'en donnerait à cœur joie. Elle ne peut même pas mener ses propres batailles. Elle doit demander à son grand frère de le faire. La moquerie s'écrivait d'elle-même. Mais peut-être que ça n'avait plus d'importance. Peut-être qu'elle avait dépassé le stade de se soucier de ce que pensait Tessa. Peut-être que toucher le fond signifiait qu'il n'y avait nulle part où aller, sinon vers le haut. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. « Salut la perdante, j'ai entendu dire que ton grand frère venait te sauver. C'est tellement triste. C'est lui qui t'habille aussi ?» Alice éteignit son téléphone et remonta ses couvertures jusqu'à son menton. Demain serait soit meilleur, soit pire, mais au moins quelque chose changerait. Au moins, elle n'y ferait plus face seule. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta simplement dans le noir, pensant à Julien, à ce qu'il pourrait dire ou faire, à si quelque chose changerait vraiment, ou si cela ferait d'elle une cible encore plus grande. À l'aube, elle était épuisée et sur les nerfs en même temps, ses nerfs tendus comme des fils. Sa mère était rentrée tard la veille, et elles avaient eu une longue et douloureuse conversation. Sa mère avait pleuré, s'était excusée de ne pas avoir remarqué plus tôt, avait promis de faire mieux. Alice l'avait rassurée que ce n'était pas sa faute, qu'elle l'avait délibérément caché. Maintenant, sa mère prenait une journée de congé pour être là quand Julien arriverait, ce qui rendait d'une certaine manière tout plus réel et plus sérieux. À 11h45, Alice entendit un véhicule se garer dans l'allée. Elle regarda par la fenêtre et vit le pick-up noir de Julien et quelques secondes plus tard, son frère en sortait. Il était comme toujours, grand et solide, portant un jean et un t-shirt gris ajusté qui montrait la carrure de quelqu'un qui s'entraînait quotidiennement, ses cheveux bruns coupés courts, son visage affichant la même expression déterminée qu'elle avait vue 100 fois quand il se préparait pour un combat. Elle l'accueillit à la porte. Il lui jeta un regard, pâle, épuisée, plus petite en quelque sorte qu'elle ne devrait l'être, et la serra dans une étreinte féroce. « Ça va aller », dit-il contre ses cheveux. « Je te le promets, ma petite Alice. Ça va aller. » Elle se permit de le croire juste pour un instant. Julien passa 20 minutes à parler avec leur mère, obtenant plus de détails, posant des questions de cette manière méthodique qu'il avait quand il rassemblait des informations pour une stratégie. Puis il se leva, attrapa ses clés et regarda Alice. « Je vais au lycée maintenant. Tu veux venir avec moi, ou tu préfères rester ici ?»« Je viens, » décida-t-elle. Se cacher à la maison n'avait rien arrangé. Si ça devait lui exploser au visage, autant y faire face directement. Le trajet jusqu'au lycée Flaubert prit 15 minutes. Julien était silencieux, ses mains stables sur le volant, sa mâchoire serrée de cette façon qui signifiait qu'il pensait plusieurs coups à l'avance. Alice se surprit à l'étudier, cette personne qui avait tant façonné sa vie. Il lui avait appris à être forte, à se défendre, à ne jamais reculer devant un défi. Mais il avait aussi été là pour chaque peur, chaque doute, chaque moment où la force seule ne suffisait pas. Il lui avait appris que demander de l'aide n'était pas une faiblesse. Elle avait juste oublié cette leçon en cours de route. Ils arrivèrent sur le parking du lycée à 12h30. Les élèves étaient dehors pour la pause déjeuner, regroupés sur le terrain. Alice vit des têtes se tourner au passage du pick-up de Julien, vit la reconnaissance sur certains visages. Son frère n'était pas célèbre, pas exactement, mais dans les cercles régionaux de MMA, il était connu. Sa salle avait produit plusieurs combattants qui étaient passés à des promotions plus importantes. Il avait été interviewé dans les médias sportifs locaux. Et il ressemblait exactement à ce qu'il était, quelqu'un avec qui on ne voulait absolument pas avoir de problème. Ils se dirigèrent ensemble vers l'entrée principale. Alice garda les yeux baissés,
sentant le poids des regards, entendant les chuchotements commencer à se répandre. C'est son frère? Oh mon Dieu, il est énorme! Pourquoi est-il ici? À l'intérieur, ils allèrent directement au bureau de l'administration. La secrétaire leva les yeux avec un sourire professionnel étudié qui vacilla légèrement en voyant l'expression de Julien. « Je peux vous aider ?»« Je dois parler au proviseur, monsieur Bertrand, » dit Julien. Son ton était poli, mais ne laissait aucune place à la négociation. « C'est au sujet du harcèlement et du cyberharcèlement de ma sœur, Alice Fournier. Avez-vous un rendez-vous? Non. Mais je suis prêt à attendre qu'il soit disponible. Cependant, étant donné que cela concerne un harcèlement continu que votre école a apparemment ignoré pendant des mois, je suppose qu'il voudra trouver du temps. » L'attitude professionnelle de la secrétaire se mua en défensive. « Je vais voir s'il est disponible. Veuillez vous asseoir. » Ils s'assirent sur les chaises en plastique dur de la salle d'attente. À travers les fenêtres du bureau, Alice pouvait voir les élèves passer dans le couloir, beaucoup d'entre eux la fixant. Elle en reconnut certains, des gens qui l'avaient vu être humiliés, qui avaient probablement partagé ses photos, qui n'avaient rien fait. Maintenant, il badait le spectacle de son frère débarquant comme si c'était un divertissement. 10 minutes plus tard, le proviseur Bertrand sortit de son bureau. C'était un homme corpulent d'une 50aine d'années, aux cheveux clairsemés et à l'expression harassée de quelqu'un perpétuellement dépassé. « Monsieur Fournier, entrez, je vous en prie. Alice, vous êtes la bienvenue également. » Le bureau de M. Bertrand était exactement ce à quoi Alice s'attendait. Mobilier institutionnel, affiches de motivation, diplômes encadrés, un bureau encombré. Ils s'assirent en face de lui, tandis qu'il s'installait dans son fauteuil avec un inconfort visible. « Je comprends qu'il y ait une certaine préoccupation au sujet du harcèlement ?» commença M. Bertrand, son ton suggérant qu'il s'agissait d'un problème mineur qui pouvait être rapidement résolu. « Pas une certaine préoccupation, » corrigea Julien. « Un schéma documenté de harcèlement, d'intimidation et de cyberharcèlement visant ma sœur, qui dure depuis janvier, ce qui signifie que votre personnel a été soit complice par inaction, soit incompétent dans sa supervision. J'essaie de déterminer laquelle des deux options. » Le visage de M. Bertrand vira au rouge. « Monsieur Fournier, je vous assure que nous prenons le harcèlement très au sérieux ici à Flaubert. Cependant, les dynamiques sociales adolescentes peuvent être complexes. Laissez-moi vous les simplifier, » l'interrompit Julien en sortant son téléphone. « Voici des photos qui ont été prises de ma sœur sans son consentement, dont au moins une prise dans un vestiaire, ce qui, je crois, viole à la fois le règlement de l'école et potentiellement la loi concernant la vie privée et le harcèlement. Ces photos ont été postées sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux, avec des légendes conçues pour l'humilier et la dégrader. Elles ont été partagées des milliers de fois parmi vos élèves, et au-delà. La meneuse de cette campagne de harcèlement est une élève nommée Tessa Blanchard, assistée de Camille Dubois et Manon Girard. » Il montra son téléphone à monsieur Bertrand, qui parut de plus en plus mal à l'aise en faisant défiler les captures d'écran que Julien avait apparemment compilées. « Cela s'est produit dans vos couloirs, votre self, votre parking. Plusieurs élèves en ont été témoins. D'après ma conversation avec Alice, plusieurs professeurs ont directement observé des incidents et n'ont rien fait. J'ai donc besoin de comprendre quelle est exactement la politique de votre école en matière de harcèlement et pourquoi n'a-t-elle pas été appliquée? Ces situations sont souvent compliquées, dit M. Bertrand, essayant de reprendre le contrôle de la conversation. Sans preuve directe d'altercation physique. Le harcèlement ne nécessite pas de violence physique, dit Julien, sa voix se durcissant. Le harcèlement psychologique est toujours du harcèlement. Créer un environnement hostile est toujours une violation. Et prendre des photos de quelqu'un dans un vestiaire sans son consentement est un crime, monsieur le proviseur. Plusieurs crimes, en fait.
Je comprends que vous soyez en colère au nom de votre sœur, dit prudemment M. Bertrand. Mais nous devons être prudents avant de porter des accusations. Ces élèves que vous avez mentionnés, leurs familles sont bien établies dans notre communauté. Nous aurions besoin de preuves substantielles avant de prendre des mesures qui pourraient avoir de graves répercussions. Des preuves substantielles? Le rire de Julien fut sec et sans humour. Je viens de vous montrer des captures d'écran du harcèlement. C'est documenté. C'est public. De quelles preuves supplémentaires avez-vous besoin? Ou le vrai problème est-il que vous avez peur des poursuites judiciaires, des familles, des harceleuses? Le silence de M. Bertrand fut une réponse suffisante. « Voici ce qui va se passer, » dit Julien en se penchant légèrement en avant. « Vous allez enquêter sur cette affaire immédiatement et de manière approfondie. Vous allez interroger les témoins. Vous allez examiner toutes les images de vidéosurveillance des zones où les incidents se sont produits. Vous allez prendre des mesures contre les élèves impliqués, y compris en informant leurs parents et en appliquant les conséquences appropriées. Et vous allez vous assurer que ma sœur puisse fréquenter ce lycée sans crainte de harcèlement supplémentaire. Monsieur Fournier, j'apprécie votre inquiétude, mais je ne réponds pas bien aux ultimatums. L'école a des procédures et j'ai des avocats, dit Julien sans détour. Et j'ai des contacts dans les médias locaux qui seraient très intéressés par une histoire sur une école qui ignore le harcèlement systématique parce que les auteurs ont des parents influents. Et j'ai une plateforme via mon entreprise qui touche des milliers de personnes dans cette communauté. Donc, soit vous gérez cela en interne et de manière appropriée, soit je peux en faire un problème très public pour le lycée Flaubert. À vous de choisir. Le visage du proviseur était passé du rouge au pâle. Cela ressemble à une menace. C'est une promesse de conséquence si vous continuez à manquer à votre devoir de protéger les élèves. Il y a une différence. Julien se leva. Je vous donne 48 heures pour commencer à prendre des mesures visibles. Si rien n'a changé d'ici là, je passe au rectorat et je dépose des plaintes officielles. Suis-je clair? Monsieur Bertrand se leva également, essayant de récupérer une certaine autorité par le langage corporel. Je vais examiner la situation. Vous ferez plus que l'examiner. Vous la réglerez. Julien se tourna vers Alice. Viens, Alice. On a fini ici. Ils sortirent du bureau, traversant les couloirs encore peuplés d'élèves à l'heure du déjeuner. Alice pouvait sentir tous les yeux sur eux, pouvait entendre les chuchotements se propager comme une traînée de poudre. À la fin de la pause déjeuner, tout le monde saurait que le frère d'Alice était venu au lycée et avait confronté le proviseur. À la fin de la journée, Tessa le saurait, il y aurait des conséquences. Mais alors qu'il franchissait les portes principales pour retrouver le soleil printanier, Julien passa son bras autour de ses épaules et dit « Ça, c'est la première étape. Maintenant, allons déjeuner et parlons de la suite. » Ils se rendirent dans un restaurant local, un de ces endroits classiques avec des banquettes en vinyle rouge et des menus plastifiés proposant de tout, des crêpes au burger. Ils commandèrent, Julien insista pour qu'Alice mange vraiment quelque chose de consistant. Puis ils parlèrent. « Je sais que tu t'inquiètes des représailles, » dit Julien, « et il y en aura probablement. Les harceleurs n'aiment pas être confrontés, mais Alice, ce qu'elle te faisait subir n'est pas durable. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, ça te détruit. »« J'ai l'air faible maintenant, » dit Alice doucement. « Mon frère qui vient mener mes batailles. C'est ce que tu penses qu'il s'est passé là-bas? Que j'ai mené tes batailles ?» Julien secoua la tête. « Alice, tu mènes une bataille seule depuis 4 mois. Tu as survécu à une guerre psychologique systématique. Cela demande une force immense. Mais chaque combattant a besoin d'un homme de coin. Chaque combattant a besoin de renfort. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. »« Tessa va empirer les choses, » prédit Alice. « Laisse-moi te dire quelque chose sur les harceleurs, » dit Julien, les yeux sérieux. « Ils prospèrent sur les déséquilibres de pouvoir. Ils ciblent les personnes qui semblent isolées, qui semblent faibles, qui semblent incapables de se défendre.
Tu sais ce qui change cette dynamique, quand ils réalisent que leur cible n'est pas seule, quand ils réalisent qu'il y aura des conséquences, quand ils réalisent que leurs actions ont été documentées et exposées et que les adultes font enfin attention. Tu penses que M. Bertrand va vraiment faire quelque chose? Je pense que M. Bertrand est motivé par la protection de la réputation de l'école et l'évitement des poursuites judiciaires. Ma venue et le fait que j'ai clairement indiqué que j'étais prêt à rendre l'affaire publique lui ont donné une forte incitation à agir. En fera-t-il assez? Peut-être pas immédiatement. Mais nous avons commencé à appliquer une pression, et nous continuerons à l'appliquer jusqu'à ce que quelque chose cède. Leur repas arriva. Julien s'assura qu'Alice mangeait vraiment, gardant la conversation légère pendant qu'elle terminait son burger. Elle se découvrit plus affamée qu'elle ne l'avait réalisé, n'ayant presque rien mangé depuis des jours. Quand ils eurent fini, Julien commanda une tarte. Aux pommes pour lui, au chocolat pour elle, et ils restèrent dans le silence confortable de frères et sœurs qui avaient traversé assez de choses ensemble pour que les mots ne soient pas toujours nécessaires. « Qu'est-ce qui se passe demain ?» demanda finalement Alice. « Demain, tu vas au lycée, » dit Julien. « Et moi je rentre, mais je suis à un coup de fil. N'importe quand, jour ou nuit, s'il se passe quelque chose, tu me le dis. Finis de cacher les choses pour me protéger. Marché conclu ?»« Marché conclu, » acquiesça-t-elle. « Et on va voir pour que tu prennes des cours, » continua-t-il. « Pas parce que tu vas te battre avec quelqu'un, mais parce qu'avoir une confiance physique change la façon dont tu te tiens. Tu connais déjà quelques bases de quand tu étais plus jeune, mais on va rafraîchir ça et construire dessus. Les gens peuvent sentir quand quelqu'un n'a vraiment pas peur, et ça change la façon dont ils interagissent avec toi. Tu penses que ça aidera ? Je pense que pouvoir se défendre physiquement te donne une force mentale différente. Tu arrêtes de te voir comme une victime parce que tu sais que tu n'es pas impuissante. Ça se voit dans ton langage corporel, ta voix, tout, et les harceleurs le remarquent. Et ils finirent leur tarte et retournèrent à la maison d'Alice. Julien y passa encore 1 heure, parlant avec leur mère, faisant des plans, s'assurant qu'Alice avait des actions spécifiques à entreprendre si les choses s'envenimaient à nouveau. Avant de partir, il serra Alice dans une autre étreinte. « Tu vas t'en sortir, » dit-il fermement. « Ce n'est pas encore fini, mais tu n'es plus seul là-dedans. Souviens-toi de ça. » Elle le regarda s'éloigner, ressentant un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. La situation n'était pas réglée, loin de là, mais le poids écrasant de l'isolement s'était légèrement levé. Elle ne portait plus ça seule. Ce soir-là, Alice se força à consulter les réseaux sociaux. Les publications à son sujet étaient toujours là, mais elles avaient été rejointes par de nouveaux contenus, des spéculations sur la raison de la venue de son frère, des débats pour savoir si elle était une rapporteuse pour avoir impliqué les adultes, des disputes pour savoir si le harcèlement était aussi grave que les gens le prétendaient. L'opinion publique semblait divisée. Certains élèves la défendaient, disant que le harcèlement était allé trop loin. D'autres s'acharnaient, disant qu'elle était trop dramatique. Léo avait envoyé plusieurs SMS. « Putain, ton frère est une légende. » J'ai entendu dire qu'il a complètement détruit M. Bertrand. « Comment tu vas ?» Elle répondit « Ça va. Merci de prendre des nouvelles. » Il appela immédiatement. « Tu es sûr que ça va ?» Aujourd'hui, c'était intense. « Mon frère est intense, » dit Alice. « Mais oui, ça va. Mieux que je ne l'ai été depuis un moment, en fait. Il est vraiment coach de MMA, » demanda Léo. « Les gens disent qu'il a entraîné des combattants professionnels, qu'il a combattu à haut niveau, tout ça. Oui, c'est plutôt vrai. Il dirige une salle de sport chez nous. Il est vraiment bon dans ce qu'il fait. » Elle fit une pause. « J'aurais dû lui dire plus tôt. »« Andy, probablement, » convint Léo. « Mais je comprends pourquoi tu ne l'as pas fait. C'est difficile de demander de l'aide. On a l'impression d'admettre qu'on ne peut pas gérer les choses. » Il a dit quelque chose de similaire, que avoir besoin de renfort n'est pas une faiblesse, c'est de la stratégie.
Ton frère a l'air intelligent. » Ils parlèrent encore une demi-heure, Léo la mettant au courant de l'atmosphère au lycée. Apparemment, tout le monde parlait de l'apparition de Julien. Les spéculations allaient bon train, et Tessa et ses amis avaient été remarquablement silencieuses tout l'après-midi. Quand ils raccrochèrent enfin, Alice se sentit plus stable qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Le lendemain matin, conduire jusqu'au lycée Flaubert était différent. Elle était toujours anxieuse. Il y aurait certainement des retombées de la veille, mais elle n'était pas terrifiée. Elle se gara, attrapa son sac à dos et se dirigea vers l'entrée principale, la tête haute au lieu de baisser. La matinée fut surréaliste. Les élèves la dévisageaient, chuchotaient, la montrèrent du doigt. Mais il y avait quelque chose de différent dans leurs expressions. Tous ne se moquaient pas. Certains avaient l'air curieux. Quelques-uns avaient même l'air respectueux. Quand Alice passa devant un groupe de secondes dans le couloir, l'un d'eux dit doucement « Salut !» non pas par moquerie, mais comme une véritable salutation. Alice hocha la tête en retour, l'interaction si petite qu'elle aurait été insignifiante pour n'importe qui d'autre, mais qui lui parut monumentale. Elle arriva au premier cours sans incident. Madame Lambert lui sourit, un sourire sincère, et dit « Contente de te voir, Alice. » La prise de conscience de la professeure semblait chargée de sens. De toute évidence, la nouvelle de la confrontation de la veille dans le bureau s'était répandue parmi le personnel. Léo était déjà à sa place quand Alice arriva. Il lui fit un grand sourire. « Tu as survécu. Je suis impressionnée. » « La journée n'est pas encore finie, souligna-t-elle. C'est vrai. Mais tu es là. Ça compte pour quelque chose. » La matinée se passa dans un calme relatif. Alice attendait que le couperet tombe, que Tessa apparaisse avec un nouveau tourment, mais cela n'arriva pas. Elle vit Tessa et ses amis de loin à quelques reprises, mais elles ne s'approchèrent pas, ne semblèrent même pas regarder dans sa direction. Ce n'est qu'au déjeuner que les choses atteignirent un point critique. Alice et Léo étaient assis au self, pas cachés à la bibliothèque pour une fois, quand Tessa fit enfin son mouvement. Elle s'approcha de leur table avec Camille et Manon, mais son assurance habituelle était légèrement atténuée. « On peut parler ?» demanda Tessa, s'adressant à Alice. Son ton n'était pas hostile, ce qui était en quelque sorte plus déstabilisant que si elle était arrivée avec son agressivité habituelle. Alice échangea un regard avec Léo, qui semblait prête à intervenir, puis regarda de nouveau Tessa. « À propos de quoi ? » « En privé ?» Les yeux de Tessa balayèrent Léo avec dédain. « Tout ce que tu as à lui dire, tu peux le dire devant moi, » dit Léo sans détour. La mâchoire de Tessa se crispa d'irritation, mais elle hocha la tête. « D'accord. Écoute, je voulais clarifier certaines choses. Les photos, les publications, c'était juste pour rigoler. On ne voulait pas que ça devienne une affaire d'État. Tout le monde fait comme si on te harcelait sérieusement ou je ne sais quoi, mais c'était juste des trucs de lycéens, normaux. Tu vois ?» Alice la fixe, incrédule. « Normaux ? Ben ouais. Je veux dire, les gens se moquent les uns des autres. Ça arrive. Tu étais nouvelle, un peu bizarre, et on t'a un peu embêté. Mais faire venir ton frère pour menacer l'école, ça, c'était complètement déplacé. Tu nous as fait passer pour des criminels, ou quelque chose du genre. » L'audace de la chose était à couper le souffle. Tessa essayait en fait de recadrer des mois de harcèlement systématique comme des taquineries amicales, auxquelles Alice avait surréagi. « Tu as posté des photos de moi prises dans les vestiaires sans mon consentement, » dit Alice, sa voix stable malgré son cœur qui battait la chamade. « Tu m'as traité de pathétique devant tout le lycée. Tu as ciblé mon seul ami pour me faire du mal. Ce ne sont pas des taquineries, Tessa. C'est du harcèlement. » « Tout le monde est si susceptible de nos jours, » marmonna Camille. « Tu sais quoi ?» dit Alice, et elle pouvait sentir quelque chose changer en elle, un changement fondamental dans sa façon de voir cette situation. « J'en ai fini de me soucier de ce que tu penses.
J'en ai fini de te laisser me faire sentir petite. Tu as été cruelle parce que tu le pouvais, parce que ça te donnait l'impression d'être puissante. Mais ça s'arrête maintenant. Oh, s'il te plaît, se moqua Manon. Tu n'es courageuse que parce que ton frère a fait peur à tout le monde. Sans lui pour te protéger, tu n'es toujours qu'une perdante solitaire. Peut-être, reconnut Alice. Mais je suis une perdante solitaire qui n'a plus peur de vous. Et c'est ça qui vous dérange vraiment, n'est-ce pas? Que vous n'ayez plus de pouvoir sur moi. Le visage de Tessa vira à la colère. Tu crois que c'est fini? Tu crois qu'une visite de ton frère change quoi que ce soit? Il ne peut pas être là tous les jours, Alice. Finalement, les gens oublieront et les choses redeviendront normales. Sauf qu'elles ne le seront pas, intervint Léo, parce que maintenant tout le monde sait. Maintenant l'administration surveille, maintenant il y a des documents, des témoins et des gens qui ne vont plus se taire. Vous n'avez plus la protection que vous pensiez avoir. Mon père aura quelque chose à dire à ce sujet, lança Tessa. On ne peut pas accuser les gens de harcèlement sans preuve, c'est de la diffamation. Il y a littéralement des milliers de captures d'écran comme preuve, souligna Léo. Mais bien sûr, demande à ton père d'appeler ses avocats. Je suis sûr que ça te donnera l'air innocente. Tessa les regarda tour à tour, clairement frustrée que cela ne se passe pas comme elle l'avait prévu. Peu importe. On essayait d'être mature et de discuter. Mais si vous voulez en faire un drame, très bien. Sachez juste que ce n'est pas fini. Loin de là. Elle se retourna et s'éloigna, suivie de Camille et Manon. Alice les regarda partir et elle réalisa quelque chose d'important. Elle ne se sentait pas intimidée. Les menaces de Tessa, qui l'aurait laissée tremblante d'anxiété une semaine plus tôt, semblaient maintenant vides de sens. La dynamique du pouvoir avait changé et tout le monde le savait. « Ça s'est bien passé », dit Léo d'un ton sec. « Elle va essayer quelque chose », prédit Alice. « Probablement. Mais maintenant, des gens te couvrent, moi y compris. » L'après-midi apporta plus de regards curieux et de conversations chuchotées, mais pas de confrontation directe. La nouvelle de la rencontre du déjeuner s'était rapidement répandue, et Alice pouvait sentir le changement dans l'atmosphère sociale de l'école. Des élèves qui l'avaient auparavant ignorée lui faisaient maintenant un signe de tête dans les couloirs. Une fille de son cours d'histoire lui demanda si elle voulait travailler avec elle sur le projet à venir. De petits gestes, mais qui s'additionnaient pour former quelque chose de significatif. Une visibilité sans vulnérabilité. Après les cours, alors qu'Alice se dirigeait vers sa voiture, elle fut arrêtée par un élève plus jeune, un garçon mince avec des lunettes qui avait l'air nerveux. « Salut, Alice, je voulais juste dire... Ce que tu as fait aujourd'hui, tenir tête à Tessa comme ça, c'était vraiment cool. Elle a été horrible avec moi aussi, et te voir ne pas reculer m'a fait sentir que peut-être je n'ai pas à le faire non plus. » Alice sentit quelque chose de chaleureux se déployer dans sa poitrine. « Comment tu t'appelles ?»« Olivier. Je suis en seconde. » « Écoute, Olivier, si Tessa ou quelqu'un d'autre t'embête, n'attends pas pour le dire à quelqu'un. N'essaie pas de gérer ça seul comme je l'ai fait. Parle à un professeur en qui tu as confiance, ou à tes parents, ou à n'importe qui. Ne laisse pas ça s'accumuler. » Il hocha la tête sérieusement. « Merci. Et merci de, genre, nous montrer qu'il est possible de se défendre. » Alors qu'Olivier s'éloignait, Alice sentit un changement dans sa compréhension de sa propre situation. Elle ne survivait plus seulement à son propre harcèlement, elle faisait potentiellement partie du changement de culture pour les autres. Cette responsabilité lui parut lourde, mais aussi pleine de sens. Au cours de la semaine suivante, les retombées de l'intervention de Julien continuèrent de se faire sentir. Le proviseur Bertrand convoqua Alice, sa mère, et finalement Tessa, Camille et Manon, avec leurs parents, à des réunions séparées. L'enquête de l'école avait apparemment été rapide une fois qu'ils avaient réalisé les risques juridiques et publicitaires encourus.
Plusieurs élèves s'étaient présentés comme témoins une fois qu'ils s'étaient sentis en sécurité pour le faire. Les preuves étaient accablantes. Tessa et ses amis furent exclus pendant 2 semaines. À leur retour, elles seraient soumises à des contrats de comportement stricts avec des conséquences clairement définies pour tout harcèlement futur. Les photos furent signalées aux plateformes de réseaux sociaux et commencèrent à être retirées. L'école organisa une assemblée obligatoire sur le cyberharcèlement avec des témoignages d'élèves qui en avaient été victimes. Ce n'était pas une résolution parfaite. Les photos s'étaient déjà trop répandues pour être complètement effacées d'Internet. Certains élèves prenaient encore le parti de Tessa, arguant que la punition était trop sévère. Et il y avait des tensions persistantes, des silences inconfortables, lorsque certaines personnes se croisaient dans les couloirs. Mais c'était mieux, substantiellement mieux. Alice pouvait marcher dans le lycée sans le nœud constant d'anxiété dans son estomac. Elle pouvait déjeuner au self sans être ciblée. Elle pouvait participer en classe sans crainte de moquerie. De petites libertés qu'elle avait tenues pour acquises avant janvier lui avaient été rendues. 2 semaines après la visite de Julien, Alice reçut un SMS d'un numéro inconnu. C'était ça. On peut parler, en personne. Alice fixe le message pendant plusieurs minutes, réfléchissant. Elle envoya d'abord un SMS à Julien. « Tessa veut me voir. Je devrais y aller ?» Sa réponse arriva rapidement. « C'est toi qui décides. Mais peut-être dans un lieu public et préviens quelqu'un de l'endroit où tu seras. Reste prudente. » Elle répondit à Tessa. « Bibliothèque, demain après les cours. 16 hours. » Le lendemain, Alice arriva en avance et choisit une table dans la salle de lecture principale où tout serait visible. Léo avait voulu l'accompagner, mais elle lui avait demandé de lui laisser de l'espace pour cette conversation. Il avait accepté à contre-cœur, mais attendait sur le parking au cas où. Tessa arriva exactement à 4 heures. Elle avait l'air différente, moins apprêtée, moins sûre d'elle. L'exclusion avait apparemment fait quelque chose à son image soigneusement entretenue. Elle s'assit en face d'Alice sans son assurance territoriale habituelle. « Merci d'avoir accepté de me voir », dit Tessa doucement. Alice attendit, ne lui facilitant pas la tâche. « Je voulais m'excuser », continua Tessa, les mots clairement difficiles à prononcer pour elle. « Ce que j'ai fait, ce que nous avons fait, était mal. » Je savais que c'était mal pendant que je le faisais, mais j'ai continué à le faire quand même parce que... Elle s'interrompit, en difficulté. « Parce que quoi ?» l'incita Alice. « Parce que ça faisait du bien d'avoir ce genre de pouvoir. Parce que je gérais mes propres problèmes et m'en prendre à quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre me semblait plus facile que de faire face à mes vrais problèmes. Parce que je ne suis pas une bonne personne, apparemment. »« Pourquoi moi, cependant ?» demanda Alice. « Pourquoi me cibler spécifiquement ?» Tessa resta silencieuse un long moment. « Tu étais nouvelle. Silencieuse. Une cible facile. Et, honnêtement, tu me rappelais comment j'étais avant de comprendre comment m'intégrer ici. Timide, anxieuse, essayant de disparaître. Je détestais cette partie de moi, et m'en prendre à toi, c'était comme, je ne sais pas, détruire les preuves. L'honnêteté était inattendue et quelque peu désarmante. Alice étudia le visage de Tessa, cherchant des signes de manipulation, mais ne trouva que de l'épuisement et quelque chose qui aurait pu être un remords sincère. « Mon père est devenu fou », ajouta Tessa. « Quand l'école l'a convoqué, lui a montré les preuves, a expliqué les conséquences juridiques potentielles. Il a menacé de poursuivre tout le monde, mais son avocat lui a apparemment dit que nous n'avions aucune chance, que si quoi que ce soit, nous étions nous-mêmes vulnérables à des poursuites. Il était plus en colère contre le risque juridique que contre ce que je t'avais réellement fait, ce qui te dit quel genre de personne il est. »« Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Alice. « Je termine l'année ici, si j'ai de la chance. S'il y a d'autres incidents, d'autres plaintes, je suis renvoyé. Mon père regarde déjà les internats pour l'année prochaine, un endroit où il pourra mieux contrôler le récit. » Tessa rit amèrement. Les parents de Camille
la font aussi changer d'école. La famille de Manon a engagé un consultant en relations publiques pour gérer la situation. C'est très dramatique. Tu ne me demandes pas d'avoir pitié de toi, n'est-ce pas? Non, dit rapidement Tessa. Tu ne me dois ni sympathie, ni pardon, ni rien du tout. J'essaie juste d'expliquer qu'il y a des conséquences et que j'y fais face. Et je suis sincèrement désolé. Pas parce que je me suis fait prendre, mais parce que j'ai pris quelque chose qui était déjà difficile pour toi. Et je l'ai rendu bien pire. Tu ne méritais rien de tout ça. Alice y réfléchit. Tu sais quelle a été la pire partie. Pas les photos, ni les insultes, ni aucun incident spécifique. C'était le sentiment d'être complètement seul, comme si personne ne se souciait assez pour intervenir, pour dire quelque chose, pour juste reconnaître que ce qui se passait était mal. Cet isolement était pire que tout ce que vous auriez pu faire. Je sais, dit doucement Tessa, je m'en suis assuré. J'ai fait en sorte que les gens aient peur d'être associés à toi, c'était délibéré. Et je suis désolé pour ça en particulier. Elles restèrent assises en silence un moment. Alice sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Pas le pardon exactement, mais peut-être la libération d'une partie de la rage et de la douleur qu'elle portait. « Je ne pense pas que nous allons être amis, » dit-elle finalement. « Je ne m'attends pas à ça, » convint Tessa. « Je voulais juste que tu saches que je reconnais que ce que j'ai fait était dégueulasse. Et j'essaie de comprendre comment être une personne moins horrible. C'est un travail en cours. » « Eh bien, bonne chance avec ça, » dit Alice, pas entièrement méchamment. Tessa se leva pour partir, puis s'arrêta. « Ton frère est terrifiant, au fait. Genre, en personne, il est encore plus effrayant que les histoires à son sujet. Je pensais que mon père était intimidant, mais ton frère a ce truc où il n'a même pas besoin d'élever la voix pour te donner l'impression d'avoir été démantelé. » Malgré tout, Alice sourit légèrement. « Ouais, c'est Julien. Il a cet effet sur les gens. » Après le départ de Tessa, Alice resta assise à la bibliothèque pendant encore 20 minutes, digérant la conversation. Elle envoya un SMS à Léo pour lui dire qu'elle allait bien et qu'elle le retrouverait sur le parking. Elle envoya un SMS à Julien. « Tessa vient de s'excuser auprès de moi. Je crois qu'elle était sincère. » Sa réponse. « Bien. C'est une progression. Mais reste sur tes gardes. Les gens peuvent changer, mais il faut du temps pour le prouver. » Alors qu'Alice sortait de la bibliothèque en direction du parking où Léo l'attendait, elle pensa à quel point ce moment était différent d'il y a 2 semaines. Elle n'était pas guérie par magie. Le traumatisme ne fonctionne pas comme ça. Elle avait encore des moments d'anxiété, sursautait encore parfois quand des élèves l'approchaient de manière inattendue, faisait encore des cauchemars où elle était photographiée et moquée. Mais elle avait aussi quelque chose qu'elle n'avait pas avant, la certitude qu'elle n'avait pas à affronter les choses seule, que demander de l'aide n'était pas une faiblesse, mais de la sagesse, qu'avoir des gens dans son camp ne vous rend pas impuissant, cela vous rend fort d'une manière différente. Les dernières semaines de l'année scolaire se déroulèrent dans un étrange mélange de normalité et d'ajustement. Alice se retrouva à nouer progressivement des amitiés au-delà de Léo. Olivier, le second qu'il avait remercié ce jour-là, commença à se joindre à eux pour le déjeuner de temps en temps. Une fille de son cours d'art plastique nommée Chloé commença à lui parler de leur intérêt commun pour la photographie, de petites connexions qui se transformèrent lentement en quelque chose ressemblant à un cercle social. Tessa garda ses distances, mais tint parole quant à son changement de comportement. Quand Alice la voyait dans les couloirs, Tessa hochait la tête en signe de reconnaissance, mais n'essayait pas de forcer une conversation plus poussée. Camille avait été transférée dans une école privée de l'autre côté de la ville. Manon resta au lycée, mais était remarquablement discrète, son ancienne cruauté remplacée par une neutralité prudente. La culture de l'école changeait lentement. L'Assemblée sur le harcèlement avait ouvert des conversations qui se poursuivaient dans les salles de classe et à la cantine. Les professeurs semblaient plus attentifs aux dynamiques problématiques.
Les élèves qui avaient auparavant été des spectateurs silencieux étaient plus enclins à s'exprimer lorsqu'ils étaient témoins de harcèlement. Ce n'était pas une transformation, les hiérarchies sociales du lycée étaient trop ancrées pour cela. Mais c'était un progrès. Julien lui rendit visite 2 fois de plus avant la fin de l'année scolaire, une fois pour assister à une réunion de suivi avec l'administration et une fois juste pour emmener Alice dîner et prendre de ses nouvelles. Pendant ce dîner, il lui raconta des histoires sur ses propres expériences scolaires, sur le fait d'avoir été lui-même harcelé quand il était plus jeune, sur la façon dont il avait appris à canaliser cette douleur en motivation, plutôt que de la laisser le détruire. Le truc avec le fait de survivre au harcèlement, avait-il dit autour de burgers et de frites, c'est que ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Soit ça brise quelque chose de fondamental en toi, te fait croire que tu mérites d'être maltraité, soit ça te forge en quelqu'un qui refuse d'accepter ce genre de traitement à nouveau. La clé est de s'assurer de tomber du bon côté de cette division. « Comment on fait ça ?» demanda Alice, en ne laissant pas ça te définir, en reconnaissant que ce qui t'est arrivé dit tout des gens qui l'ont fait et rien de ta valeur, en trouvant des gens qui voient ta valeur et en t'y accrochant. Il avait tendu la main par-dessus la table pour lui serrer la sienne. Et en te défendant, pas nécessairement avec la violence, mais en refusant de disparaître, en refusant d'être réduite au silence, en refusant d'accepter que la cruauté est inévitable. Ces mots restèrent avec Alice, alors que l'année scolaire touchait à sa fin. Elle n'était pas la même personne qu'elle avait été en janvier. Cette fille qui essayait de se rendre invisible, qui absorbait chaque insulte comme une vérité, qui croyait mériter d'être isolée. Cette version d'elle-même semblait être de l'histoire ancienne, quelqu'un qu'elle pouvait à peine reconnaître. La fille qui marchait dans les couloirs du lycée Flaubert fin mai était différente. Elle portait encore de l'anxiété et un traumatisme qui mettraient du temps à être entièrement traités. Mais elle portait aussi autre chose, une compréhension profonde qu'elle avait survécu, qu'elle avait des gens qui l'aimaient et la soutenaient, et que survivre signifiait qu'elle était plus forte qu'elle ne l'avait cru. Le dernier jour de cours, Léo et Alice étaient assis sur le capot de sa voiture sur le parking après la dernière sonnerie, regardant les élèves sortir du bâtiment avec cette énergie particulière qui accompagne la libération des obligations scolaires. « Alors, dit Léo, tu as survécu à ta première année au lycée Flaubert. Comment te sens-tu » Alice considéra la question sérieusement. Différemment de ce que je m'attendais à ressentir en janvier, mieux, plus dur, plus compliqué. Tu prévois de revenir l'année prochaine? Elle réfléchissait à cette question depuis des semaines. Une partie d'elle voulait changer de lycée, repartir à zéro quelque part, où personne ne connaîtrait l'histoire du harcèlement, des photos ou de tout le reste. Mais une autre partie d'elle reconnaissait que fuir ne résoudrait rien. Cela ne ferait que déplacer les problèmes. « Ouais, décida-t-elle, je reviens. Je ne vais pas les laisser me chasser. »« Bien, dit Léo, parce que ça me manquerait d'avoir quelqu'un avec qui débattre de littérature. » Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant le soleil descendre vers l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Alice sortit son téléphone et prit une photo, pas d'elle-même, mais de la vue, le bâtiment du lycée en arrière-plan avec le coucher de soleil au-delà. Elle l'envoya à Julien avec la légende. « J'ai tenu le coup. » Sa réponse arriva rapidement. « Je n'en ai jamais douté. Fier de toi, ma petite Alice. » L'été s'étendait devant elle avec ses promesses de guérison et de repos. Alice prévoyait de passer du temps à la salle de sport de Julien, de suivre réellement les cours de self-défense dont ils avaient parlé, non pas parce qu'elle s'attendait à se battre, mais parce qu'il avait raison de dire que la confiance physique changeait la confiance psychologique. Elle prévoyait de travailler sur sa photographie, de passer du temps avec sa mère, de faire des appels vidéo avec Léo, qui rendrait visite à sa famille à Marseille pendant 1 mois. Mais plus que des plans spécifiques, elle avait quelque chose de plus précieux,
la compréhension que le pire était arrivé et qu'elle y avait survécu. Cette connaissance créait une base de résilience qui ne pouvait pas être facilement ébranlée. Quoi qu'il arrive ensuite, de nouveaux défis, de nouvelles difficultés, de nouveaux moments de doute, elle y ferait face avec la certitude qu'elle était capable de surmonter les choses difficiles. Alors qu'Alice rentrait chez elle ce soir-là, elle pensa à Olivier, à Chloé et aux autres élèves qui l'avaient observé naviguer dans cette situation. Elle pensa à la façon dont sa survie et sa défense leur avaient donné la permission de croire qu'ils pouvaient faire de même. Elle pensa à la façon dont refuser d'être invisible avait fait de la place pour que d'autres soient visibles aussi. Cette nuit-là, allongée dans son lit, la fenêtre ouverte pour laisser entrer l'air printanier, Alice réfléchit à tout ce qui avait changé depuis janvier. Le voyage de victime à survivante, puis à quelqu'un qui pouvait aider les autres à survivre, ce n'était pas linéaire, pas complet, pas simple, mais c'était réel. Les cicatrices restaient, mais elles guérissaient. La peur restait, mais elle était gérable. La douleur restait, mais elle se transformait en quelque chose qui pourrait éventuellement devenir de la sagesse. Son téléphone vibra. Un SMS de Léo. « Merci d'avoir été assez courageuse pour être mon amie même quand c'était difficile. » Elle répondit « Merci d'avoir été assez courageux pour être le mien. » Avant que le sommeil ne l'emporte enfin, Alice s'autorisa à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. L'espoir. Pas un optimisme naïf que tout serait parfait, mais un espoir ancré que les choses pourraient continuer à s'améliorer, qu'elles pourraient continuer à devenir plus fortes, que le prochain chapitre, quoi qu'il apporte, serait écrit par quelqu'un qui connaissait sa propre valeur et n'accepterait pas moins que ce qu'elle méritait. L'histoire ne s'arrêtait pas là, les histoires de guérison et de croissance ne se terminent jamais vraiment, elles évoluent simplement en de nouveaux chapitres. Mais cette nuit marqua un tournant, un moment où Alice Fournier cessa d'être définie par ce qui lui avait été fait et commença à être définie par la façon dont elle avait choisi de réagir. Pas avec la violence ou la vengeance, mais avec la force tranquille de quelqu'un qui refuse d'être brisé, qui demande de l'aide quand c'est nécessaire et qui survit avec son humanité intacte. Dans l'obscurité de sa chambre, avec les bruits de la soirée de banlieue filtrant par sa fenêtre, Alice sentit enfin qu'elle pouvait respirer pleinement. Le poids qui lui écrasait la poitrine depuis des mois s'était suffisamment allégé pour qu'elle puisse imaginer un avenir qui ne tournait pas autour de la survie. Elle pouvait imaginer un avenir où elle s'épanouirait, où elle rirait sans réserve, où elle marcherait dans le monde sans peur. Cet avenir n'était pas garanti. Il y aurait encore des jours difficiles, encore des moments où l'anxiété reviendrait, encore des fois où elle douterait d'elle-même. Mais maintenant, elle avait des outils pour gérer ces moments. Elle avait des gens à appeler. Elle avait la certitude qu'elle avait déjà survécu au pire et en était sortie. Et peut-être plus important encore, elle avait compris que la force se présentait sous de nombreuses formes. Il ne s'agissait pas seulement de pouvoir se battre, il s'agissait de pouvoir endurer, de demander de l'aide, de continuer à se présenter même quand c'était terrifiant, de refuser de laisser la cruauté vous rendre cruel en retour. Alors que le sommeil l'emportait enfin, la dernière pensée consciente d'Alice fut simple et profonde. Elle avait survécu. Et si elle pouvait survivre à ça, elle pouvait survivre à tout. Demain viendrait avec ses propres défis, mais elle les affronterait en tant que personne qui connaissait sa propre résilience, qui avait des gens à ses côtés, et qui avait appris que la chose la plus forte que l'on puisse faire est de refuser d'affronter l'obscurité seule. La lune se leva sur le quartier, jetant une lumière argentée à travers sa fenêtre. Quelque part dans la maison, sa mère regardait la télévision. Quelque part de l'autre côté de la région, Julien terminait probablement un entraînement tardif à sa salle. Quelque part en ville, Léo était probablement en train de retoucher des photos. Toutes ces personnes, connectées par le choix et l'affection, formant un réseau de soutien qui l'avait littéralement sauvé.
Alice Fournier s'endormit cette nuit-là, non pas comme une victime, ou même comme une survivante, mais comme quelqu'un qui avait appris l'une des leçons les plus essentielles de la vie. Que nous sommes plus forts ensemble, que nous ne pourrions jamais l'être seuls, et que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais le premier pas vers la guérison. Le matin, elle se réveillerait et affronterait ce qui viendrait. Mais ce soir, elle se reposait en sachant qu'elle avait tenu le coup, qu'elle n'était pas seule, et que le pire était derrière elle. L'histoire de son harcèlement était terminée. L'histoire de sa force ne faisait que commencer.